Notre monde démocratique qui, jusqu'il y a peu, allait de succès en succès et s'était persuadé qu'il était aimé, a dû renoncer depuis lors à ses rêves. Il n'est aujourd'hui plus que le slogan d'un nouvel ordre mondial. Dans ce monde, le mensonge le plus répandu consiste à faire croire qu'une civilisation comme la nôtre pourrait se maintenir encore longtemps, voire s'amender au prix de quelques innovations techniques et politiques. Ce mensonge est largement entretenu et encouragé par divers médias. Il est reçu avec complaisance par des populations suggestibles et malléables. Évidemment, les mensonges les plus parfaits, ceux qui résultent de la perte de soi-même, de la confiscation de sa propre créativité, de son individualité vivante, de son humanité, de sa liberté, conviennent au mieux à cette organisation démocratico-mafieuse. Cette organisation vend aux populations des images de liberté, de personnalité, d'autonomie, d'espoir, sous forme de gadgets que la publicité affirme être porteuses de telles qualités magiques. Elle favorise en outre l'accès au gouvernement d'hommes providentiels qui promettent d'en finir avec toutes les misères et toutes les injustices, mais qui sont contraints de suivre ces directives ou de disparaître, engloutis par une élection malheureuse, une guerre civile ou une mort brutale inexpliquée. Depuis 2008, avec la fin de l'illusion marchande et le retour de l'ancienne misère, c'est naturellement la paix publique et le consensus social qui sont en train de se dissoudre. L'importance du chômage actuel et la récession économique ont pour effet de discréditer des modèles de comportement sans lesquels une société comme la nôtre ne peut plus fonctionner. Les jeunes travailleurs ne peuvent plus croire qu'une quelconque sécurité leur sera automatiquement octroyée en contrepartie de leur soumission silencieuse au travail. Leurs aînés ne peuvent plus croire que 40 années de parfaite résignation leur garantiront une retraite au temps de leur infirmité. Les étudiants ne peuvent plus croire, comme auparavant, que les diplômes qu'ils s'efforcent d'acquérir leur assureront une espèce de quiétude somnifère ultérieure. Et même les commerçants ne croient plus à une reprise qui mettrait fin à la crise actuelle. Ils découvrent qu'il ne s'agit pas cette fois d'une maladie aiguë et violente comme en 1929, mais plutôt d'un affaissement progressif et inexorable, comme une agonie. En somme, presque personne ne croit plus à un avenir que pourrait garantir une quelconque bonne conduite. Plus gravement encore, une telle perte de confiance dans notre système marchand actuel apparaît, pour la première fois dans notre histoire, sans qu'aucun autre modèle existant qui serait plus satisfaisant puisse y être opposé, du moins en apparence. Le siècle dernier, l'économiste italien Vilfredo Pareto a défini une loi mathématique qui porte son nom. Selon lui, 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Pareto avait en effet remarqué que 20% de la population italienne détenait 80% des richesses du pays. Cette loi, bien qu'empirique, a été généralisée de sorte que les promoteurs de Pareto prétendent que 20% des moyens permettent d'atteindre 80% des objectifs. 20% des produits ou des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. 20% des ventes représentent environ 80% de la marge bénéficiaire. 20% de votre activité fournit 80% du résultat de votre activité. 20% de vos résultats proviennent de 80% de votre temps. Cette loi fut érigée comme modèle du nouvel ordre mondial en 1995 lors du premier State of the World Forum qui avait eu lieu en présence des principaux dirigeants politiques et économiques mondiaux. L'objectif de cette conférence clandestine était d'analyser l'état du monde, de fixer des objectifs souhaitables et les moyens de les atteindre, et de définir la politique globale utile à leur mise en œuvre. La conclusion fut que la mise en place d'une société 20-80, basée sur le principe de la loi de Pareto, était non seulement souhaitable, mais également inévitable. Ce modèle est celui d'une société dans laquelle le travail de 20% de la population mondiale sera suffisant pour soutenir la totalité de l'appareil économique de la planète. La population restante, soit 80%, s'avérera inutile et, ne disposant ni de travail ni d'aucune forme d'occupation,
nourrira une frustration croissante et donc sera potentiellement dangereuse pour l'ordre en place. Comme nous le répétons depuis plusieurs années sur Mechanopolis, cette crise financière ne sert en réalité qu'à réformer l'économie en créant des chocs successifs qui permettent d'adopter des résolutions qu'aucune mesure démocratique n'aurait pu permettre. Les plans d'austérité qui ont frappé les pays qui bordent la Méditerranée et qui, tel un tsunami, ne tarderont plus à atteindre la France, ne sont que la première phase de ce vaste plan de restructuration. La solution finale de cette crise économique, sa réforme ultime, ne peut aboutir qu'à une importante réduction des populations, et particulièrement celles qui ont été façonnées par les promesses d'une existence confortable, basée sur l'idée désormais périmée d'une égalité partagée par tous. Ce sont donc avant tout les classes moyennes, qui ne survivent plus depuis 20 ans que par leur capacité à s'endetter, qui doivent disparaître. Cette classe moyenne avait pu prospérer pendant les 30 glorieuses, alors que les matières premières abondaient, que les masses salariales étaient acceptables et que le reste du monde dépendait de l'Occident. Mais aujourd'hui, cette classe moyenne ne remplit plus les critères de productivité maximale et même, d'une certaine manière, pour l'oligarchie au pouvoir, elle coûte plus que ce qu'elle rapporte. Cela explique en partie, malgré les difficultés croissantes de nos gouvernements à subvenir aux besoins fondamentaux des populations nationales, leur intérêt à favoriser toujours davantage l'immigration massive d'individus plus enclins à accepter les conditions d'un esclavagisme volontaire. Peu importe de savoir quelle forme prendra cette abomination, une guerre, une pandémie, un cataclysme naturel ou une attaque terroriste de grande envergure, il nous suffit de savoir et de comprendre qu'elle est imminente. Un philosophe arabe disait « La confluence est l'approche du néant, dans la confluence totale, la présence remue ». La bâtardisation s'étend à toutes les activités de l'homme et les dissocie à l'extrême. Mais, se dissociant du même coup, elle devient partout plus vulnérable. Sous la dissociation, il y a l'unité, sous l'usure, la concentration d'énergie, sous l'émiettement de soi, la subjectivité radicale, le qualitatif en lieu et place du quantitatif. C'est à ce niveau que doit se concevoir un renversement des forces. Quoique nous objections à être tués en temps de paix sociale, nous ne nous cachons cependant pas combien la cause de la liberté excède de toutes parts celle que l'on voudrait nous imposer. Ce n'est pas sans raison qu'elle se sent à l'étroit dans les formes pratiques et les formulations actuelles des oppositions à ce nouvel ordre mondial. Notre ambition n'a jamais été de tenir le rôle de lucide mais désarmé et passif chroniqueur de la lutte contre toutes les formes de domination. Si nous avons travaillé sans relâche depuis 2007 à la critique du mondialisme, c'est que pour cette critique puisse servir, et dans un sens pratique plutôt que théorique. Le temps est maintenant venu de passer à un stade supérieur d'efficacité, de fédérer les refus autour des possibilités d'intervention sur le point d'éclore, d'aller à la rencontre de nouvelles occasions et d'actions directes. Depuis plusieurs années, les alliances de Mechanopolis ont été menées méthodiquement, au rythme qui a permis l'extension de notre terrain et la diversité de ses directions. Plus que jamais, nous devons nous garder d'oublier ce fait d'expérience que l'action de quelques individus ou de groupes humains très restreints peut, avec un peu de chance, de rigueur, de volonté, avoir des conséquences incalculables. Ce n'est pas d'un nouvel ordre mondial dont nous avons besoin, mais d'un nouveau monde.